Benjamin Morel est avec nous, politologue et maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Bienvenue sur le plateau du 64. Alors le Sénat a adopté, Benjamin, mardi à large majorité le projet de loi immigration, mais attention, dans une version quand même durcie par rapport à celle qui avait été proposée initialement par le gouvernement. Ce projet de loi immigration, il a pris une coloration, on peut dire, très droitière. Alors, il a pris une coloration, en effet, très droitière. Le fameux article 3, qui d'ailleurs n'est pas vraiment de domaine législatif, mais plutôt de domaine réglementaire, qui est un article très politique, en vue, pour Gérald Darmanin, de tenir la gauche de sa majorité à l'Assemblée nationale, a disparu. On a une version beaucoup plus dure. Et par ailleurs, il y a un très grand durcissement des conditions de ce qu'on appelait l'AME, qui se transformerait en une aide médicale beaucoup plus réduite. Donc on a un projet qui a été orienté beaucoup plus à droite, mais pas assez à droite, visiblement, pour le groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a l'intention de durcir encore plus et de demander aux députés d'aller encore plus loin dans ce texte. Or, il faut bien comprendre que le texte en l'état, il n'est pas voté par la gauche de la majorité. Je ne parle pas de la NUP, mais je parle de Sacha Houlié, je parle du MoDem. On risque d'avoir de vraies fractures au sein de la majorité. Si LR conditionne son soutien à ce texte à encore un durcissement, il n'y a absolument aucun compromis possible sur ce texte. Et à partir de là, soit ça passe par un 49 alinéa 3, contre une partie de la majorité, ce serait compliqué. Alors ça, le 49.3, Gérald Darmanin a dit qu'il ne souhaitait pas y recourir pour ce texte. Alors si jamais il n'y a pas de 49 alinéa 3, encore une fois, actuellement, n'ayant pas de majorité, ce serait soit un rejet, soit un 49 alinéa 3. Il y a un troisième scénario. C'est qu'en effet, LR parvienne à durcir le texte, que la droite de la majorité s'y rallie et que ça passe avec les voix du Rassemblement national. Marine Le Pen a dit que potentiellement son groupe pouvait voter le texte dans les conditions actuelles ou au moins s'abstenir, auquel cas on aurait un texte qui passerait grâce au Rassemblement national contre la gauche de la majorité. Comprenez bien que ça va laisser des traces. Et alors pour nos téléspectateurs, juste un mot justement des mesures un petit peu plus dures et plus répressives qui ont été adoptées par le Sénat. Il y a par exemple la facilitation des expulsions des étrangers délinquants, des régularisations au cas par cas dans les métiers en tension et également le resserrement du regroupement familial. L'Assemblée, lorsqu'elle aura ce texte entre ses mains à partir du 11 décembre, elle va pouvoir y apporter des modifications. Comment ça va se passer concrètement ? Alors l'Assemblée peut toujours apporter des modifications. Ces modifications, elles peuvent conduire à durcir le texte, condition de LR, ou au contraire à l'assouplir, notamment sur la question des métiers en tension, mais également de l'AME. Donc il y a évidemment des amendements qui peuvent passer. Si jamais le texte devait être adopté à l'Assemblée nationale dans une version différente de celle du Sénat, très probable, bien à ce moment-là, on aura une commission mixte paritaire. Et il faudra pour Gérald Darmanin trouver une forme de modus vivendi entre sa propre majorité, la majorité sénatoriale et de l'autre côté les LR de l'Assemblée nationale. Vous voyez donc qu'il y a très très loin encore de la coupe aux lèvres avec ce texte et que ça peut passer par un 49 alinéa 3, ensuite par un dernier mot, ce qui risque de tendre encore un peu plus les tensions avec LR. Et avec l'absence d'Éric Ciotti aux rencontres de Saint-Denis, on voit que ce n'est pas tout à fait la lune de miel aujourd'hui entre d'un côté LR et de l'autre la majorité. Et justement, pour que Gérald Darmanin trouve sa majorité, on imagine qu'il va y avoir dans les prochains jours peut-être des négociations en coulisses. En même temps, le délai 11 décembre est extrêmement court. Le délai est extrêmement court et surtout les positions sont très polarisées. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Sacha Houlié faisait une tribune commune avec Fabien Roussel, avec certains membres de la NUP pour dire « Écoutez, ce texte immigration ne passera qu'à condition qu'il y ait un assouplissement en la matière par rapport à certaines dispositions, notamment sur la régularisation dans les métiers en tension. » Sacha Houlié, c'est pas n'importe qui. C'est le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il fait partie de la majorité. C'est l'une des personnalités centrales de la gauche de cette majorité. Faire passer un texte contre l'avis de son président de la commission des lois, c'est pas neutre. On sait que le MoDem est sur une position qui n'est pas si lointaine. C'est un partenaire essentiel de cette majorité. Donc, si jamais il n'y a pas une capacité à aller chercher la gauche de la majorité, si un 49 alinéa 3 fait contre la gauche de cette majorité, si un texte qui passe aux conditions de LR avec le vote du RN contre la gauche de cette majorité, vous avez des vraies tensions. Souvenez-vous un peu de l'époque des frondeurs sous François Hollande. À l'époque, on a un Manuel Valls qui utilise le 49 alinéa 3 contre une partie de sa majorité, qui finit par avoir tellement d'aigreur à l'estomac, qu'elle va quasiment déposer à 2 voix près une motion de censure contre son propre gouvernement. On en est encore loin.
Mais tout de même, à 3 ans et demi des prochaines présidentielles, on voit que ce texte est en train de fracturer en profondeur l'Assemblée nationale. Alors justement, il y a une des pistes qui avait été évoquée, c'était pourquoi pas un référendum sur ce projet de loi. Finalement, il n'y en aura pas. Emmanuel Macron et les chefs de parti se sont mis d'accord sur ce point vendredi à Saint-Denis lors de leur rencontre. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de référendum? Parce qu'on aurait pu imaginer que finalement que ce serait la solution peut-être la plus simple pour trancher ce texte une bonne fois pour toutes. Alors, il y aurait eu très loin de la coupe aux lèvres. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration? Parce qu'en réalité, la Constitution, l'article 11 ne le permet pas. Donc avant d'avoir un référendum sur ce texte ou sur un autre concernant l'immigration, il aurait fallu modifier la Constitution. C'est un processus long et il était très incertain qu'il puisse y avoir une majorité sur ce sujet. Il est probable en réalité que non. Et donc ce faisant, c'était pour Emmanuel Macron une façon de céder aux revendications de LR et du RN, céder à la gauche sur également le RIC pour mettre un peu ses oppositions en porte-à-faux en disant bah, regardez, vous voulez ça, moi je suis prêt à vous le donner, mais il va falloir réformer avec moi la Constitution, donc me donner une victoire politique. Le deuxième élément, c'est que proposait Emmanuel Macron. Il disait très bien, référendum sur l'immigration, on ouvre la voie constitutionnelle, mais attention, je ne remets pas en cause le droit européen et sa primauté. De l'autre côté, je ne remets pas en cause le droit pénal. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un référendum sur l'immigration en matière économique. La Constitution le permet. En revanche, si vous voulez revoir les conditions d'obtention de la nationalité, la question également du regroupement familial, tout est très encadré par le droit européen. Et donc, en la matière, si vous ne rentrez pas dans une logique d'exception vis-à-vis de ce droit européen, eh bien, vous ne changez pas grand-chose. Emmanuel Macron disait également « j'exclus par définition la matière pénale, ça on n'y touche pas par référendum ». Or vous comprenez bien que tout ce qui relève de la double peine, de la pénalisation des étrangers rentrés irrégulièrement sur le territoire, etc., tout ce que réclament LR et le RN, c'est du domaine pénal. Donc la proposition d'Emmanuel Macron n'aurait pas permis de faire vraiment un référendum très différent de celui qu'on pourrait faire aujourd'hui. Effectivement, le chemin semble semé d'embûches. Alors je voudrais qu'on revienne plus largement sur ces rencontres qui ont eu lieu cette semaine à Saint-Denis entre le chef de l'État et l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition. D'abord, que cherchait Emmanuel Macron à travers ces rencontres et quel bilan est-ce que vous en tirez ? Alors il y a deux objectifs pour Emmanuel Macron. Le premier objectif, c'est de montrer qu'il est encore à la barre. On a un président qui a été élu sur un programme mais qui n'a pas vraiment les moyens de l'appliquer, tout bêtement parce que le président a très peu de pouvoir sous la Ve République. Il n'a de pouvoir que s'il tient une majorité. Et cette majorité, aujourd'hui, on l'a dit, est non seulement relative, mais elle est fracturée. Donc il doit montrer que malgré tout, il va à quelque part, sinon cette majorité risque de partir un peu plus en capilotade. Le deuxième objectif, c'était justement de mettre ses oppositions en porte-à-faux. Le RN et LR veulent un référendum sur l'immigration, très bien. Le Sénat veut de la décentralisation, très bien également. De l'autre côté, la gauche veut un RIC après la question de la réforme des retraites. Emmanuel Macron est d'accord. Toutes ces mesures peuvent être jugées comme étant plus ou moins populaires. Et donc Emmanuel Macron met les oppositions face à leurs propres responsabilités en leur disant « Vous voulez ça, on fait un paquet, vous votez ou vous ne votez pas ». C'est compliqué pour la droite d'expliquer qu'elle va voter contre l'ouverture du référendum sur l'immigration ou la gauche contre le RIC. Parce que il y aurait une forme de pot-pourri commun dans lequel des choses qui ne pourraient pas passer devraient également être votées par elle. Donc, du point de vue de la communication, c'est plutôt intelligent. Après, intelligent, enfin, il y a quand même eu une partie de l'opposition qui a boycotté l'événement. On imagine que ça fait quand même un petit peu mal au pouvoir, en tout cas à l'image politique qu'Emmanuel Macron a voulu renvoyer à travers cet événement. Bah oui, parce que l'analyse que je tiens ici, l'opposition, qui n'est pas non plus naïve et idiote, eh bien, l'a tenue également. Il était évident que c'était piégeux. Parce qu'en réalité, en venant aux rencontres de Saint-Denis, eh bien, vous donnez le sentiment de donner quitus au chef de l'État et vous tombez un peu dans le piège. Alors, certaines oppositions avaient intérêt à être là. Fabien Roussel, Jordan Bardella. Pour Jordan Bardella, oui, ceux qui ne sont pas venus, je précise, c'est Manuel Bompard pour la France Insoumise, Éric Ciotti pour les Républicains et Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Ça permet de poser pour ces oppositions-là le fait qu'elles sont réellement des oppositions fortes au président de la République et qu'elles ne veulent pas justement rentrer dans une forme de conciliation. Donc elles font de la communication comme le chef d'État fait de la communication. Et pour Fabien Roussel, c'est une façon de dire, regardez, moi je suis la gauche responsable. Je ne suis pas de l'autre côté, ce que peut être Jean-Luc Mélenchon, etc. Le chef de l'État m'invite, je viens. Et enfin, pour Jordan Bardella, c'est une façon de montrer qu'aujourd'hui, l'opposition, la vraie, celle qui dialogue quasiment d'égal à égal avec le chef de l'État, c'est lui. Donc vous voyez, c'est une série d'opérations de communication qui sont toutes plus ou moins réussies, mais qui, pour le chef de l'État, montrent que cette opération-là, qui a commencé au mois de septembre, est très clairement en train de s'essouffler. Alors justement, Emmanuel Macron, il a réagi à l'absence de ses opposants. Il parle d'une faute politique majeure. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le chef de l'État et on commente juste après. Je pense que utiliser le contexte que nous vivons
pour justifier une absence à une réunion de travail sur des réformes constitutionnelles est absolument indigne. C'est une faute politique majeure de la part de ces dirigeants. Benjamin Morel, l'avenir de ces rencontres, est-ce qu'il est, selon vous, compromis ? Oui, très clairement, parce qu'aujourd'hui, déjà, les réformes constitutionnelles envisagées étaient déjà très peu réalistes et assez vides en réalité. Je vous ai fait la démonstration sur l'article 11. On pourrait faire la même chose sur ce qu'il propose Emmanuel Macron en termes de RIC, qui en réalité, ou de référendum d'initiative partagée, qui en réalité est une façon d'ouvrir et de fermer d'un côté et ne mènerait pas à grand-chose également. Donc tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle générale sous ce quinquennat. C'est extrêmement improbable. Personne n'y a réellement intérêt. Donc on est dans de la communication pour le chef de l'État. Les oppositions l'ont compris. Les oppositions aujourd'hui qui ont été quelque peu pris dans une forme d'étau au moment des premières rencontres, eh bien, sont en train de se désolidariser peu à peu de cet outil que sont les rencontres de Saint-Denis. Donc avoir à terme une forme de face-à-face entre d'un côté Emmanuel Macron et Jordan Bardella, ce ne serait pas forcément extrêmement bon pour le chef de l'exécutif. Donc il est assez probable qu'à terme, tout ça capote. En tout cas, on le sent un petit peu en difficulté à l'intérieur, mais aussi à l'international. Emmanuel Macron, il a échangé hier avec l'émir du Qatar et le président égyptien sur le sort des otages retenus par le Hamas. Il y a 8 Français qui sont concernés. On a le sentiment qu'il y a beaucoup, en tout cas sur l'international, d'effets d'annonce, mais finalement assez peu de résultats sur cette question des otages. La diplomatie française, elle fonctionne toujours ? Il y a assez peu de résultats parce qu'en effet, on a 3 facteurs. On a eu un affaiblissement quand même du réseau diplomatique français depuis quelques années pour des raisons, je dirais, d'investissement et de soutien à ce réseau diplomatique. Ensuite, il y a une position française assez fragile sur la question du Moyen-Orient, du Proche-Orient depuis la fin des années Chirac en réalité, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les réseaux que nous avions pu établir sont des réseaux qui sont en grande partie fragilisés, qu'on n'a plus ce rôle d'intermédiaire que nous pouvions jouer, notamment dans les années 80-90. Et le dernier point, c'est qu'on a une position d'Emmanuel Macron qui n'a pas été une position d'équilibre, qui a été une position d'à-coup. Un jour, vous dites coalition internationale contre le Hamas, en faisant parallèle avec Daesh, et le lendemain, vous appelez à un cessez-le-feu, puis ensuite à une trêve. Bref. Il y a eu encore une nouvelle annonce aujourd'hui. La France souhaite permettre l'évacuation d'enfants malades ou en situation d'urgence de la bande de Gaza et les accueillir dans les hôpitaux français. Ça a été annoncé aujourd'hui. C'est un changement de stratégie sur le Proche-Orient ? C'est un changement de stratégie, mais un changement de stratégie, je dirais, au jour le jour. Cette annonce-là, dans quelle mesure elle est crédible, possible aujourd'hui, au vu de la situation, je dirais, à la fois humanitaire, mais également d'un point de vue logistique. C'est loin d'être évident. Donc on voit qu'on a une diplomatie française, plutôt un président de la République qui envoie des signaux totalement contradictoires et qui, donc, ce faisant, n'apparaît pas comme étant un interlocuteur fiable dans la région. Vous êtes un interlocuteur fiable quand vous tenez une ligne et que vous acceptez, sur la base de cette ligne, de discuter avec l'ensemble des partenaires au conflit, des parties au conflit. Or, aujourd'hui, clairement, ça n'apparaît pas comme étant vraiment le cas. Donc, en effet, c'est beaucoup de communication, mais derrière, les produits sont pour l'instant faibles. Et alors, il y a un dernier point peut-être plus parisien que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est cette affaire quand même qui défraie un peu la chronique parisienne, ce qu'on appelle le Tahiti Gate, ce voyage polémique d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, en Polynésie française. Alors, elle n'a pas visité, on en parlait déjà il y a une semaine ou deux, le spot de surf des JO 2024, parce qu'elle était visiblement chez sa fille. Pourquoi est-ce que les élus parisiens, aujourd'hui, ont tant de mal, quasiment 2 semaines après, à éteindre cette polémique ? Parce qu'en réalité, les justifications apportées par Anne Hidalgo, non seulement n'éteignent pas la polémique, il y a une vraie question qui se pose. Tout de même, vous avez de l'argent public qui est engagé. À quoi sert ce voyage ? Presque 60 000 euros, le coût de ce voyage. À quoi sert ce voyage ? Est-ce qu'il sert la collectivité qui est la ville de Paris ? Est-ce que c'est un voyage d'agrément ? En réalité, on voit qu'il y a eu un peu de protocolaire, mais est-ce que ce protocolaire vraiment était utile ? C'est pas purement de l'agrément, mais il y a quand même beaucoup d'agréments. Donc la question, je dirais, éthique se pose. Il peut y avoir une question juridique, même si malgré tout, il y a eu une mission de représentation qui a été assumée par la maire, mais surtout, il y a une question d'argent public. Et ensuite, il y a une défense qui est catastrophique. Faire le parallèle devant le Conseil de Paris entre les voyages à Auschwitz annuels d'Anne Hidalgo et de l'autre côté Tahiti, au vu du contexte, c'est évidemment une défense totalement catastrophique qui remet de l'huile sur le feu. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et maître de conférences à l'université d'Assas.